Alors, donc nous allons démarrer notre deuxième session de la journée, qui va être consacrée dans un premier temps, mais bon, avec des présentations qui sont quand même reliées à BOA. Alors, je préfère dire BOAS, parce que moi, BOA, ça me fait peur. BOAS, qui est donc Bibliothèque Open Source d'algorithmes en santé. Et donc, pour cette première présentation, Carole Dorfin, qui est donc directrice des partenariats au HDH, va nous parler des objectifs principaux de BOAS et des lauréats des précédentes vagues 1 et 2. Eh bien, merci beaucoup Lara et bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous. Merci à vous qui êtes en présentiel et merci à tous ceux qui nous ont rejoints à distance. Donc aujourd'hui, dans cette deuxième session, on va parler de cette bibliothèque open source d'algorithmes en santé, vous présenter les retours sur les vagues successives de BOAS avant, en fin de session, de vous parler, vous annoncer les lauréats. Alors pourquoi le programme BOAS? Alors par contre, oui, j'ai la zapette, c'est bon. Voilà. Pourquoi le programme BOAS? Vous le savez tous, les enjeux des algorithmes de ciblage dans le SNDS sont majeurs. Alors, on en a identifié 3. La complexité de ces données et le coût d'accès finalement à utiliser le SNDS est important. Donc, tout ce qui pourra être apporté, des briques qui permettront d'aider les porteurs à pouvoir utiliser le SNDS et dont ces algorithmes de ciblage vont pouvoir créer de la valeur. Également, l'accessibilité des ressources. Un certain nombre d'algorithmes existent déjà, ont déjà été développés, mais manquent de visibilité. Donc, c'est aussi important de pouvoir apporter cette visibilité et cette complétion des algorithmes au service des utilisateurs. Et enfin, il y a peu d'algorithmes qui sont aujourd'hui validés sur des données externes. Ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Donc, c'est souvent une étape qui est malheureusement pas réalisée. Donc, pour toutes ces raisons, le programme BOA a été lancé et un certain nombre de projets sont en cours de développement. Donc, cet appel à manifestation d'intérêt a démarré en 2021. Il va s'étendre sur plusieurs vagues pour venir enrichir une bibliothèque ouverte d'algorithmes en santé. Et aujourd'hui, 9 lauréats sont accompagnés par le Health Data Hub. Les premiers algorithmes, comme le disait Lauriane tout à l'heure, arriveront en 2023 pour la vague 1 et en 2024 pour la vague 2. Donc aujourd'hui, 9 domaines thérapeutiques différents sont concernés, avec l'objectif d'avoir une bibliothèque décrivant la méthode de l'algorithme, les listes de code, le programme informatique associé. Donc sur l'ensemble de ces projets, il y en a 3 qui vont utiliser la plateforme du Health Data Hub. Et nous aurons 6 nouveaux algorithmes qui seront créés. Et évidemment, 100% de ces algorithmes seront validés sur des données externes. Alors, si on rentre un petit peu plus dans le concret de ces précédents lauréats, et certains sont ici ou connectés à distance, 3 projets donc, sont à ce jour en phase réglementaire d'accès aux données de santé. 4 projets sont en phase de préparation des données et 2 en fonctionnement sur la plateforme. Et nous annoncerons tout à l'heure 5 lauréats. Donc, si on rentre dans le détail des aires thérapeutiques là, qui sont couvertes par le programme BOA, la vague 1 a vu un algorithme en cours de développement sur les remboursements de soins pour identifier les sous-types d'AVC hospitalisés. Un second projet, le projet Dionysos, sur l'identification de poussées de sclérose en plaques. Emiralgo focalise son attention sur les personnes atteintes de maladies inflammatoires systémiques rares. Et enfin, le programme Poséidon, les chirurgies rachidiennes de l'épaule. Pour la vague 2 qui a été sélectionnée en juillet, on a le projet LMC-RCT qui porte sur les algorithmes de ciblage de patients atteints de leucémie myéloïde chronique. Pour Epaviralgo, ce sont des algorithmes focalisés sur les infections chroniques à type hépatite B, hépatite C. Renalgo s'intéresse aux patients souffrant de maladies rénales chroniques.
API DMLA pour les cas de DMLA, donc dégénérescence maculaire liée à l'âge, et enfin le programme maltraitance à l'enfant, qui, comme son nom l'indique, eh bien, vise à identifier les cas d'enfants maltraités physiquement en France. Donc tous ces projets avancent, suivent leur cours, et on va poursuivre en tout cas notre accompagnement au sein de la direction des partenariats pour les futurs projets très prochainement. Voilà pour l'état des lieux des projets BOAS en cours. Pardon. Merci Carole. Est-ce qu'il y a des questions? On en aura peut-être plus. Ah, il y en a une, toujours. Et vous avez dit que donc tous les projets avaient une forme de validation avec des jeux de données extérieurs? Oui. Alors si je pose la question, c'est qu'en fait j'ai revu pour la 3e vague en fait des projets et dans lesquels enfin ce n'était pas aussi systématique que cela. D'accord. Eh bien, merci. On y fera attention. Est-ce que Lauriane il me semble que c'était effectivement conseillé parce que des algorithmes avec validation, c'est quand même mieux, mais que ce n'était pas forcément un critère absolu et où effectivement les candidats devaient prouver qu'ils allaient valider leur algorithme. C'était mieux, mais pas obligatoire. D'autres questions? Pas de questions de chat? Eh bien, merci beaucoup, Carole. Donc, pour la prochaine présentation, nous allons parler des travaux conjoints menés par le HDH, RedSiam et la CNAM autour de l'algorithme de ciblage du diabète dans le SNDS. Et pour ça, j'invite Antoine Rachas, responsable adjoint du département des études sur les pathologies et les patients qui travaillent à la CNAM, et Sofiane Cab, épidémiologiste, je ne sais pas si là, responsable de Work Package Traitement des données et Data Innovation, méthode et accompagnement scientifique de la cohorte Constance. Ah, je crois qu'il ne fonctionne pas, il n'est peut-être pas allumé. Attendez. Hop. C'était un test. Donc bonjour à toutes et à tous, cette fois c'est mon micro. Donc je suis Antoine Rachas, je travaille à la CNAM et donc je vais vous présenter l'état d'avancement de ce projet de pilote de partage de programmes et d'algorithmes autour du diabète. Donc c'est commun entre RedSiam, la CNAM et les HDH. Donc pour ceux qui ne connaissent pas RedSiam, c'est le réseau pour mieux utiliser les données de Système national de données de santé. C'est un réseau qui existe depuis des années. Beaucoup de personnes y participent. Je pense qu'il y en a un certain nombre dans la salle. Je ne sais pas si vous voulez lever la main, ceux qui participent à RedSiam. Voilà, vous voyez, ils sont parmi nous. Et donc la CNAM, pour ceux qui ne savent pas, c'est la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc d'abord un préliminaire sur la terminologie utilisée, puisqu'on parle souvent d'algorithme, mais finalement, selon la personne qui s'exprime, ça ne veut pas toujours dire la même chose, et parfois ça donne lieu à certains quiproquos. Donc ici, dans cette présentation, le terme algorithme, c'est un ensemble de conditions qui, combinées entre elles, permettent de repérer une population spécifique dans le SNDS. Donc là, on ne parle pas de programme, mais simplement d'algorithme médical, des conditions, des codes, entre guillemets, reliés par des « et » et des « ou ». Donc, à quoi servent ces algorithmes? À repérer par exemple des pathologies ou des événements, la déficience ou la dépendance, n'est-ce pas Maud? C'est avec l'algorithme affiche. Les bénéficiaires d'un dispositif comme la CMUC, l'allocation aux adultes handicapés ou les ALD. Et donc, comme je l'ai dit, c'est différent d'un programme ou du code SAS, R ou Python. Donc, je crois que certains appellent l'algorithme les spécifications du programme. Je crois que c'est un autre terme utilisé pour faire le pont entre les deux. Donc le contexte de ce groupe de travail, c'est voilà, c'est un peu la thématique de la journée, une demande grandissante de partager tous ces programmes et ces algorithmes en open source de manière générale.
Red Siam, jusqu'ici, quel était son rôle? Enfin, c'est encore son rôle, le partage d'algorithmes au sens que je viens de définir, et donc une meilleure utilisation des données. Mais dans la pratique, les groupes de travail font des revues de littérature sur les études portant sur le SNDS ou le PMSI, surtout le SNDS, et décrivant des algorithmes, standardisent cette information dans des tableaux Excel, en gros, et mettent à disposition ces informations standardisées sur le site de RedSiam sur demande. Donc, ce n'est pas de l'open source, c'est sur demande. Je crois qu'il n'y a jamais eu aucun refus, hein, mais ça nécessite de remplir un formulaire. Le partage de programme, quant à lui, est quasi inexistant, puisque c'est avant tout un partage des algorithmes. Alors, pourquoi ce partage des programmes est quasi inexistant historiquement? Alors, je pense que vous avez un peu tous ces idées-là en tête si vous y avez été confrontés. Le manque de valorisation, on parle souvent, ou on parlait de propriété intellectuelle, même si c'est probablement pas adapté juridiquement, mais c'est un peu la notion de c'est moi qui ai fait le programme, donc il m'appartient. La crainte d'une mauvaise réutilisation, s'il n'y a pas de documentation, si on n'est pas derrière pour accompagner, et que donc on risque de récupérer la responsabilité de mauvais résultats. La difficulté de maintien et de mise à jour, parce que les données, elles évoluent, elles sont dynamiques. Et je vois, même là, on parle de validation d'algorithmes. Moi, ça me gêne un tout petit peu parce que ça peut être validé à un moment donné sur les données d'une année donnée. Et puis, il y a l'année d'après. Globalement, ça évolue pas tant que ça, mais ça peut ne plus être, ne plus présenter en tout cas les mêmes performances diagnostiques au cours du temps. Et enfin, assurer le support utilisateur. J'ai utilisé votre algorithme, je trouve 1000 personnes de plus que vous, pourquoi c'est pas pareil, et qu'est-ce que vous avez voulu dire par là, etc. Et essayer, du coup, voilà, c'est extrêmement chronophage, et quand on partage un programme, on n'a pas forcément le temps de faire ça. Donc, ce groupe de travail visait à définir et à tester une procédure de partage de programme en open source à partir d'un algorithme pilote. Et donc cet algorithme, c'était celui, je vais parler de TOP, pour parler de pathologie, de TOP diabète, de la cartographie des pathologies et des dépenses de la CNAM. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui repère une cinquantaine de pathologies dans le SNDS, dans le but, avant tout, de répartir les dépenses d'assurance maladie par pathologie. Il faut bien avoir ça en tête. Le but initial, ce n'est pas de repérer les pathologies pour faire des études, c'est de répartir les dépenses. Après, il y a des utilisations secondaires qui en sont faites, mais les choix méthodologiques qui sont faits dans cet objectif-là. Donc, pourquoi cette pathologie-là et cet algorithme-là? Parce que c'est un algorithme assez simple, hein, c'est ALD, médicaments ou hospitalisation. Il y a un programme SAS qui était disponible et relativement lisible, notamment du fait de la simplicité de l'algorithme. Et aussi, de manière un peu secondaire, il y a d'autres algorithmes qui existent pour repérer le diabète, qui sont répertoriés notamment par RedSiam. Et donc, l'idée derrière, c'était éventuellement de mettre à disposition assez vite aussi d'autres algorithmes diabète pour montrer qu'il n'y a pas que l'algorithme de la cartographie pour repérer le diabète et que c'est pas parce que c'est la CNAM qui l'a fait que c'est la vérité absolue. J'aimerais bien pouvoir le dire, mais c'est pas vrai. Donc, au cours de ces différentes réunions de groupe de travail, il y a un certain nombre de réflexions qui ont émergé autour du partage de ces programmes. Donc, les programmes en eux-mêmes déjà, donc il faut qu'ils soient disponibles. Voilà, ça peut paraître évident, mais ce n'est pas forcément si facile si c'est une publication qui date de 10 ou 15 ans. Il faut qu'il soit bien mis en forme, qu'il soit traduit, puisque l'idée, c'est de le mettre à disposition aussi en R et en Python sur la plateforme, et qu'il soit accompagné d'une documentation minimale pour que l'utilisateur n'ait pas simplement face à lui un code, même s'il est commenté, mais sache dans quel contexte le programme a été fait, pour quel objectif, sur quelles années ça a été fait, etc. Les modalités du partage, donc il y a un choix de la licence à faire. Donc le HDH propose 2 licences à ce jour. Et donc derrière, c'est partagé sur la plateforme GitLab. Le support utilisateur, j'en ai parlé dans les barrières un petit peu sur le partage. Donc là, dans les discussions, il est apparu que c'était plutôt le HDH qui allait s'occuper du support utilisateur. Donc ça nécessite aussi une appropriation du programme. Qui ferait derrière la synthèse des questions qui pouvaient remonter sur le forum utilisateur. Et donc nous, évidemment, c'est très bénéfique pour nous aussi, puisqu'on peut avoir des remontées, un retour sur nos programmes et éventuellement les améliorer. Et enfin, donc le forum pour le support utilisateur, où là aussi, donc nous, on ne serait pas derrière
en train de répondre à toutes les questions sur nos 58 algorithmes, si un jour on partageait 58. Parce qu'évidemment, voilà, c'est pas notre cœur de métier, on n'a pas du tout le temps de faire ça. En termes de valorisation, alors je ne parle pas de publication ici, mais simplement au niveau du partage du programme en lui-même. Donc cette valorisation, elle est adaptée à chaque programme, c'est-à-dire on pourrait très bien dire pour le diabète, on met le nom de la personne, pour le cancer du sein, on met simplement la CNAM ou l'unité INSERM Intel. Donc nous, je pense qu'on va s'abstenir de mettre les noms des personnes pour pas qu'elles soient harcelées. Mais voilà, c'est un exemple. En tout cas, c'est possible de l'adapter. Et par ailleurs, un numéro de DOI, donc je ne sais plus exactement ce que ça veut dire DOI, mais c'est un identifiant de ressources électroniques sur Internet qui permet de tracer l'utilisation du programme et l'utilisation et les réutilisations, les modifications, etc. Et derrière, on peut aussi avoir des statistiques autour de ça, donc c'est aussi évidemment intéressant. Donc voilà, de quoi on parle exactement quand on parle de l'algorithme du diabète. Donc vous voyez, l'algorithme, c'est ça, c'est du texte. Donc 3 délivrances d'antidiabétiques oraux ou injectables dans l'année, parce qu'évidemment, à chaque fois, c'est défini une année donnée. Ou avoir une ALD avec un code SIM10 de diabète, ou une hospitalisation MCO, avec des PUDR, l'année N ou N-1 avec un code de diabète, ou des PUDR de l'année N ou N-1 pour une complication du diabète, cette fois, avec un diabète en diagnostic associé. Voilà, c'est ça l'algorithme. Derrière, il y a aussi des codes, parce que quand on dit un code SIM10 ou des médicaments du diabète, il y a des référentiels et des listes de codes qui correspondent. Donc voilà, je vous les présente. Et donc, le programme, le programme sur le top diabète, donc évidemment, il a été écrit initialement par la CNAM pour la cartographie, sous format SAS. Et donc, dans le cadre de ces groupes de travail, il a été mis en forme, nettoyé et adapté en langage SAS. Pourquoi adapter en particulier? Parce que nous, on utilise un certain nombre de tables maison, par exemple, qui ne sont pas disponibles pour tout le monde. Et donc, pour que le programme soit utilisable, il fallait modifier légèrement. Et donc, ils l'ont traduit en R et en Python, puisque nous, alors on commence un petit peu à se mettre sur R, mais on ne maîtrise pas complètement. En tout cas, à ce moment-là, on ne maîtrisait pas complètement, et Python, pas du tout. La documentation qui l'accompagne, on l'a écrite pas mal ensemble. La première version a été faite par le HDH. Et donc tout ça avec la collaboration de Sofiane, qui représente le RedSiam, même si j'ai aussi un petit peu cette casquette. Mais comme j'ai aussi celle de CNAM, donc quelles sont les prochaines étapes? Donc pour le top diabète en lui-même, c'est faire des tests, parce que, on aimerait bien pouvoir faire des tests avant de mettre à disposition, parce que ça nous semble être la moindre des choses. Définir le type de licence, parce qu'on n'est pas encore complètement défini là-dessus. Et après, ouvrir. Donc, voilà, ça devrait arriver dans les mois qui viennent, assez rapidement. Derrière se pose évidemment la question des autres pathologies. Ça fait des années, en tout cas pour la cartographie, qu'on nous demande les algorithmes. Alors, je parle de la cartographie, il y a aussi, j'ai mis en dessous les autres, puisque à la base, l'idée, c'était de partager les programmes d'un grand nombre d'algorithmes répertoriés par RedSiam. Donc ça va être un travail pas forcément évident, puisque autant nous, tout est centralisé, et c'est à la CNAM, mais c'est nous qui les avons, mais les programmes des algorithmes de RedSiam, ils sont un peu dispersés dans différentes unités INSERM en particulier, ou SPF ou autres. Et donc pour partager donc il est prévu de partager les autres programmes de la cartographie. Donc ça représente 138 algorithmes. Alors dans les 138, ne rêvez pas non plus, il y a les regroupements de certains algorithmes que je mets dedans. C'est sur R, puisqu'en fait c'est une nouvelle programmation qu'on a mise en place l'année dernière. C'était un gros travail. Et en fait, la logique a changé. Donc, je vais vous la présenter sur la diapo d'après, mais on n'a pas un programme par pathologie, par algorithme. C'est une série de programmes par source. Et donc, l'objectif, ce serait de le partager dans l'année. J'ai mis T3 2023. Puisque là, s'il fonctionne, il y a quand même encore un peu de nettoyage à faire pour que ce soit compréhensible par d'autres personnes. Et notamment, je dis n'importe quoi, mais dans les libellés des requêtes, pour que ce ne soit pas que du code, mais qu'il y ait un peu de français quand même dedans, ça demande encore du travail. Donc voilà. Donc les perspectives, c'est un peu ce que j'étais en train de commencer à vous dire sur la nouvelle programmation de la cartographie, parce que je pense que ça peut aussi être une façon d'aborder le problème des
des algorithmes globalement, y compris en dehors de la cartographie. Alors, il y en a certains ceux qui ont assisté au séminaire RedSiam et moi l'année dernière ont déjà entendu parler de ça. Mais l'idée, donc les principes de cette industrialisation, c'est harmoniser la programmation d'abord, donc les requêtes, s'assurer que les requêtes sont bien les mêmes pour toutes les pathologies, c'est la moindre des choses, les filtres utilisés, et éviter donc d'avoir un programme par algorithme, parce que ne serait-ce qu'en termes de mise à jour et de maintien, comme je l'ai dit au début de la présentation, c'est beaucoup plus facile, si on veut ajouter un filtre dans le MCO, de le faire sur un programme que de le faire sur 58, voire plus. Y compris donc c'est la même chose pour la programmation. Donc aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a séparé la logique médicale du code de programmation. Donc toute la logique médicale des algorithmes est dans un référentiel qui est en fait sur Excel, donc qui pourrait être mis en parallèle au fichier Excel de RedSiam qui résume la littérature de tous les algorithmes existants avec quels sont les diagnostics utilisés, etc., les médicaments. Sauf que c'est un niveau au-dessus en termes de standardisation, puisque là, c'est directement utilisable, ce n'est pas du texte, c'est utilisable par les programmes. Et donc derrière, il y a des programmes par source. Donc il y a un programme ALD, un programme MCO, un programme médicament, qui utilisent ces informations centralisées dans le fichier Excel pour tourner sur chaque bout de requête nécessaire. Donc le programme MCO, par exemple, va aller chercher toutes les petites briques. J'ai éteint quelque chose là. Toutes les petites briques diabète, cancer, etc. Et derrière, ces petites briques sont recomposées pour composer les algorithmes des pathologies à l'aide d'un programme de combinaison. Finalement, c'est un peu du Lego. Donc ça, voilà, c'est sous cette forme-là. Donc les programmes sont sur R. Un des avantages énormes, c'est que ce référentiel centralisé sur Excel, finalement, il est utilisable par n'importe quel langage derrière. Donc tout ce travail-là est déjà fait. Et entre guillemets, on n'a que à traduire, je ne sais pas combien il y a de programmes, mais on va dire un par source plus un de synthèse et peut-être un de vérification. Je ne sais plus combien il y en a. De les traduire dans un autre langage pour avoir l'ensemble dans un autre langage. Attendez, je me mélange un peu. Donc évidemment, une fois que j'ai dit ça, quid des autres algorithmes en dehors de la cartographie? Alors nous, on va mettre ça à disposition, mais évidemment, derrière, c'est fait uniquement pour repérer une année donnée, le fait d'avoir eu une hospitalisation, une ALD, un médicament ou un acte, voilà, de manière transversale. Si c'est des algorithmes plus complexes qui notamment utilisent des informations longitudinales, du type avoir eu une hospite en MCO pour tel motif, suivi du SSR pour tel autre motif, ça ne le fait pas. Voilà, donc il y aura probablement des adaptations à faire pour que ça puisse être généralisé à d'autres algorithmes. Mais ça, je pense que ça ferait déjà une bonne base. Voilà, si vous avez des questions. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée? Oui. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation et c'est vraiment, je pense, très intéressant pour beaucoup de monde. Je pense qu'on est très nombreux à attendre ces publications des algorithmes de la cartographie. Ma question était la suivante. Il y a encore beaucoup de travail qui est prévu pour tester, améliorer le code, etc. Est-ce que, vu que l'algorithme est déjà utilisé depuis pas mal d'années, est-ce que ça ne serait pas possible pour les autres peut-être de les ouvrir d'abord, puis après de faire ce travail d'amélioration, puisqu'à partir du moment où ils sont utilisés en production, il y a des gens qui utilisent les codes de top pathologie pour d'autres travaux, donc ils ont souvent besoin de comprendre ce qu'il y a derrière. Et plus généralement, je pense que ça vaut pour nous tous, hein, on fait partie des gens qui écrivent des programmes, mais de les publier dès qu'on a un travail ou quelque chose qui s'en sert. Et éventuellement, après, faire le travail d'amélioration, parce que sinon, ça peut être une marche qui est difficile à franchir et qu'on ne franchit jamais. Voilà, c'était ma question. Là, tu parles des programmes par pathologie ou des top pathologies, ouais, des programmes. Alors, le problème, c'est qu'actuellement, je pense que ça demandera un travail beaucoup plus important de les mettre en forme, de les traduire, de nettoyer, etc., pour les mettre à disposition, que de s'occuper directement de faire ça avec les programmes R qui ont été pensés d'emblée pour le partage. Et juste les publier tels quels, à la limite Non, je pense... non, c'est pas possible. Non, je pense que c'est pas raisonnable parce que ça va pas être compréhensible. Il va y avoir énormément d'interrogations. En plus, du coup, ça va être uniquement jusqu'à 2019. Donc,
ça va demander beaucoup trop de travail, alors qu'il y a une nouvelle version là. Enfin, le pas, on va le franchir. Enfin, là, on est motivé, on est convaincu. Voilà, il n'y a pas de. Très bien, merci pour la réponse. Voilà. Je rebondis, on a tous travaillé avec ces tops parce que c'est très intéressant, mais souvent, moi, dans beaucoup de mes projets, je travaille avec une date index qui est elle est au 6 juin. Moi, j'ai besoin de recalculer le top pathologie au 6 juin et j'en ai pas besoin au 31 décembre de l'année précédente ou de l'année d'après. Donc, je veux savoir si à ce moment-là, il est ou pas dedans. Donc, nous, on a reprogrammé une grosse partie de tous ces top pathologies pour pouvoir les recalculer à un moment particulier dans l'année pour pouvoir fixer mes cohortes. Alors, dans le nouvel outil, je fais un peu marketing comme ça, mais non, le nouvel outil permet ça en partie. Alors, pas une date index différente par personne. Parce que ce serait une évolution, voilà, peut-être sur le GitLab, si quelqu'un s'empare du programme et veut faire cette évolution. Mais actuellement, là, sur l'outil R, il est possible de définir d'autres dates que 1er janvier, 31 décembre, mais la même date pour tout le monde. Donc c'est glissant, mais pas. Voilà. Mais après, voilà, l'objectif de la cartographie n'est pas de définir des algorithmes pour les études, encore une fois. Mais ça va vers ça. On prend juste une dernière question, parce qu'après, on va être en retard. C'était juste plus une remarque. Finalement, c'est des tops en 0,1. Est-ce que finalement, ajouter une date de première identification ne faciliterait pas également des retraitements ultérieurs? Finalement, en partant d'une date de première identification, on peut plus ou moins ajuster nos cohortes en fonction de différents besoins. Tout ça, c'est des réflexions très intéressantes dans le cadre d'études de parcours de soins, et évidemment, on aimerait bien le faire aussi pour nos propres études. C'est des évolutions, voilà, qui demandent du temps, etc. Pour l'instant, on s'est concentré sur cette partie-là. Là aussi, à vos claviers sur GitLab. Je fais la promotion de... Merci beaucoup, Antoine Rachas. Maintenant, on va parler de l'ouverture des algorithmes génériques de ciblage fait par l'équipe d'EMEX de la CNAM. Et donc, j'invite Marjorie, coordinatrice de l'activité d'EMEX, département accès, traitement et analyse des données au sein de la DSES de la CNAM, à venir nous rejoindre. Je suis là. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, à la CNAM, on est convaincu maintenant de l'ouverture de nos programmes. Et donc, je vais vous présenter une autre ouverture, alors pas celle des programmes de la cartographie, mais de ciblage d'EMEX. Donc, il y aura du contexte, le fond du sujet, donc les programmes optimisés, et où est-ce qu'on va pouvoir trouver ces programmes. Donc, pourquoi on fait des programmes de ciblage? Parce que depuis le décret de décembre 2016, la CNAM, en tant que responsable de traitement du SNDS, met à disposition les données du SNDS aux porteurs de projets ayant obtenu une autorisation CNIL. Donc ça, c'est le travail de la cellule d'EMEX au sein de la DSES. On fait, le cœur de métier du pôle d'EMEX, effectivement, c'est de valider une expression des besoins qui est exprimée par le porteur de projet, d'instruire et de rédiger une convention de mise à disposition des données, de faire une démarche d'extraction de données et de préparer donc la mise à disposition des données pour les porteurs de projet. Tout ça en les accompagnant, soit avec des formations, soit en répondant à leurs questions. Donc, ces porteurs de projet, comme on l'a dit, ils doivent suivre un certain parcours pour obtenir la fameuse autorisation CNIL, et c'est ce qui est montré ici. Voilà. Donc, les différents types de données qu'on peut mettre à disposition au sein de la cellule d'EMEX, ça peut être des ciblages, ciblage d'une population particulière, ça peut être des données suite à un appariement direct ou un appariement indirect. Là, la présentation va se focaliser sur les ciblages. Donc, on va rechercher un groupe de population par rapport à des caractéristiques particulières. Et donc, ça rejoint un petit peu la notion d'algorithme qu'a défini Antoine juste avant,
Parce que effectivement, cette population, ça pourra être en ALD avec une certaine consommation de médicaments et des séjours avec un tel ou tel diagnostic. Donc ça, c'est l'algorithme. Et le but du jeu, ça va être de mettre les briques qu'il faut pour cibler cette population. Donc, le ciblage d'une population, donc, comme je l'ai dit, on met en place un algorithme, mais pour mettre en place cet algorithme, avant d'imbriquer les conditions en et ou des différentes conditions, justement, il y a des briques qui répondent à ces conditions. Donc, ça peut être l'identification de personnes qui ont consommé un type de médicament ou un acte de biologie, des actes CCAM, LPP, une nature de prestation, des codes diagnostiques et j'en passe. Le but du jeu, effectivement, c'est d'avoir une succession et une combinaison de ces programmes optimisés. Donc, au pôle d'EMEX, pour chacun de cette liste de petites puces, on a développé des programmes de ciblage optimisés. Une fois que ces briques sont faites, effectivement, il y a tout un travail ensuite d'affinage par rapport à des conditions, effectivement, qui pourraient être mises en place pour affiner cet algorithme. Donc, conditions sur un nombre de délivrances de médicaments, sur une condition d'âge à une date index, ou encore d'autres conditions que je n'ai pas listées parce que ça pourrait être énorme. Donc, l'objectif, effectivement, c'est de remonter une population ayant eu au moins une délivrance. Ici, l'exemple, ça va être au moins une délivrance de médicaments d'un ou plusieurs médicaments. Donc là, quand on a ce type de questions-là, il y a des questions qui peuvent se poser. Est-ce que c'est des médicaments qui sont dispensés en ville, à l'hôpital? Est-ce que c'est entre certaines dates? En tout cas, il y a plein de questions qui peuvent se poser. Et donc, notre programme qu'on a optimisé va permettre de répondre à chacune de ces questions parce que il va falloir renseigner un certain nombre de paramètres et donc ça va vous permettre de vous guider dans les réponses qu'il faut apporter à ces questions. Donc, on quitte l'utilisateur avec une liste de paramètres à renseigner. Donc, il y a des choses qui sont obligatoires, comme la librairie de travail, mais on va se poser des questions sur les dates. Est-ce qu'on va... Donc, il y a les dates de soins. Est-ce qu'on renseigne uniquement les dates de soins ou est-ce qu'on renseigne des dates de soins et des dates de flux? Parce que dans le SNDS, les dates de flux sont aussi importantes. Est-ce qu'on renseigne ces dates de flux avec une profondeur, enfin, un nombre de mois qui a fixé, ou est-ce qu'on laisse le programme fixer ce nombre de mois de flux à prendre en compte? Tout ça, c'est optimisé dans le programme, mais on peut aussi indiquer ces conditions-là. Il y a aussi des paramètres sur les codes médicaments, parce que là, l'exemple qu'on va vous présenter, c'est donc le programme médicament. Et donc, le programme peut permettre soit de cibler des personnes ayant consommé des médicaments, soit à partir d'une table de médicaments fournie par l'utilisateur. Dans ces cas-là, il faudra renseigner le nom de la table et la librairie, soit à partir d'une saisie. Donc, une saisie de liste de codes souhaités, soit des codes UCD, soit CIP. Donc, CIP en code 13 ou 6, ou 7, pardon, 7 ou 13 plutôt, n'importe quoi, 13 ou 7. Et cela, ça dépend de effectivement la profondeur des données qu'on aura à ressortir, parce que sur les années les plus anciennes, il s'agit de code CIP7. Il y a aussi la possibilité avec le référentiel médicalisé du SNDS, donc IRFAR, et donc ceci est possible soit avec la table fournie par l'utilisateur, soit avec les codes saisis. On a aussi des paramètres pour savoir si on doit interroger le domaine des CIR seulement, donc ce qui est en ville, ou aussi dans le PMSI. Donc là, il y a des champs à renseigner. Et dans le PMSI, on peut avoir le fait d'interroger seulement, par exemple, le MCO, ou d'interroger plus d'un champ, donc MCO, HAD, SSR ou RIMP. Et on peut choisir MCO ou RIMP, enfin voilà, c'est au choix, ça dépend de ce qu'on renseigne. Mais en tout cas, le programme permet cette latitude. Il y a, comment dire, des variables d'intérêt souhaitées en sortie. Donc, on va rentrer tous ces arguments, mais on peut aussi rentrer des arguments comme un âge, le fait de savoir qu'on veut retenir l'âge dans la table de sortie, ou la date
de dispensation du médicament. On va avoir aussi des variables pour dire si ce médicament a été repéré justement dans le DCIR ou dans le PMSI. Et ceci est très important parce que cette table de sortie, finalement, pour des MEX, l'important, c'est d'avoir une liste de patients ayant consommé ce médicament-là pour mettre en combinaison après avec les algorithmes qui sont demandés au pôle des MEX. Mais pour ceux qui utiliseront ce programme, ça pourra permettre d'avoir des tables déjà bien allégées et de travailler ensuite à des analyses plus poussées. Et enfin, le programme permet aussi la production d'un résumé du ciblage et de statistiques descriptives. Donc, ce programme de ciblage de médicaments qui va être le premier programme qui va être mis en ouverture, il a été déjà présenté lors du comité des utilisateurs accès permanent du 7 juin 2022. Il a été aussi présenté au Meetup du 7 octobre et on en parle aujourd'hui. La documentation, comme disait Antoine, nous a pris pas mal de temps. Donc, on l'a finalisé sur le programme médicaments, mais donc le script SAS et son kit d'utilisation seront disponibles dans la partie documentation du portail de la CNAM. Et lors de sa publication, il y aura un communiqué mis à disposition sur le portail pour prévenir les utilisateurs. Merci à tous. Merci. Merci Marjorie. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'était clair. Merci et bravo encore. Une question que je n'ai pas été posée tout à l'heure, mais est-ce que du coup vous avez pris une décision sur les licences de vos programmes à l'assurance maladie? Alors actuellement, on a mis la licence GLP3, je crois bien, sur ce script qu'on va mettre à disposition. Mais l'idée, c'est d'attendre les réflexions de l'AMTAC pour savoir quelle licence ensuite sera sur ce script. Pas d'autres questions? Eh bien, merci beaucoup Marjorie.